On n'attendra de moi aucune équivoque. Je ne trouve ni exorbitant ni scandaleux que l'Allemagne demande à la France de l'aider par son travail. À l'heure où toutes les forces germaniques sont jetées dans la bataille pour la défense commune, la jeunesse de France doit logiquement assumer au service du pays une charge qui lui revient comme un honneur. Raphaël Spina, je vous vois aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de votre livre qui est absolument fascinant. Merci. Sur l'histoire du STO, parce que c'est d'abord, on pensait savoir plein de choses. On s'aperçoit quand on a refermé le livre que finalement on savait peu de choses, qu'il y avait beaucoup de légendes, de lieux communs sur ce thème, que ces trois lettres, comme vous le dites, sont à la fois parmi les plus connus de la période, et en même temps, le STO reste, en tout cas jusqu'à ce que votre livre sorte, quelque chose de finalement une terra incognita en partie. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes arrivé à travailler sur ce sujet qu'on pensait déjà bien couvert? Je dois beaucoup à Olivier Vivorca, mon directeur de thèse. Je voulais travailler sur l'occupation. La Seconde Guerre mondiale est une vieille passion qui remonte au moins au CM2 ou en 6e pour moi. Et lorsqu'il a fallu choisir le sujet de DEA puis de thèse, je voulais revenir à ses premières amours. Et j'ai rencontré Olivier Vivorca qui m'a indiqué une dizaine de sujets possibles non traités ou trop peu traités. Le STO venait en tête et sur le conseil d'une amie, je l'ai pris finalement parce qu'il était le sujet le plus large et qui permettait une coupe transversale de la société française de l'époque. Tout le monde est concerné d'une manière ou d'une autre par le STO, ça évite de se spécialiser ou sur la collaboration, ou sur la résistance, ou sur la société seulement, ou seulement sur l'administration, la vie politique, ou une catégorie précise de population. Donc je m'en suis régalé, certes, ça m'a permis d'aller lire des archives et des ouvrages très différentes, de voir aussi bien les choses par le haut que par le bas, d'aller interroger d'anciens résistants comme d'anciennes victimes du STO, comme d'anciens réfractaires, et même jusqu'à un ancien collaborateur. Donc j'avais comme ça une vision d'ensemble de l'occupation, et il y avait la satisfaction d'apporter du nouveau sur un sujet qui restait relativement sous-traité. Bien sûr, il y avait eu Jacques Hébrard en 1972, mais il n'avait pas les archives françaises ou allemandes. Jean-Pierre Vittori en 1982, somme journalistique très utile, mais là encore beaucoup d'archives inexploitées, notamment d'archives nationales. Le grand colloque de Caen en 2001, mais c'est un colloque, donc on juxtapose des articles de toutes sortes. Patrice Arnaud, 2010, l'avis des STO en Allemagne, ce qui était déjà monumental, mais très peu l'impact en France même, forcément, ou encore la mémoire. Et puis Elga Borjes-Savala, qui avait travaillé sur les prisonniers et requis du travail forcé à Brême. Donc là, l'idée, c'était vraiment faire quelque chose de global, la synthèse d'ensemble, en prenant toutes les dimensions politiques, économiques, culturelles, etc., et des origines jusqu'à la mémoire elle-même. Là-dessus, ça prend du temps, mais j'espère y être arrivé. Donc, avant de rentrer dans le détail de ce qu'est le STO et de ses conséquences qui sont extrêmement importantes, économiquement, politiquement, socialement, diplomatiquement, est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux assez rapide sur la situation en France en juin 1942, quand le processus qui va mener au STO est engagé? Oui, bien sûr. C'est une période extrêmement dense où les choses peuvent changer d'année en année, voire de mois en mois, ou de semaine en semaine. Et parfois, la période 1940-1942 fait presque figure d'antiquité quand on s'occupe du STO. Et donc, défaite de mai-juin 1940, très forte poussée de chômage à travers la France, un record historique de chômage est atteint à ce moment-là, première fois que le million de chômeurs est franchi, malgré l'absence des prisonniers. Et à ce moment-là, le but des Allemands est plutôt de réduire le chômage en France que de prélever de la main-d'œuvre en France et dans d'autres territoires occupés. Installation du régime de Vichy, qui collabore assez vite, comme chacun sait, par choix et non par contrainte. Et après l'hésitation, recours d'abord à un volontariat, de plus en plus incité, contraint par des autorités d'occupation, quels que soient les ministres en place d'ailleurs, puis ensuite
Au printemps 1942, un tournant est engagé. L'Allemagne est désormais engagée dans une guerre qui sera longue, puisque la guerre éclair n'est plus possible depuis l'échec de Moscou le 6 décembre 1941. Elle est engagée dans une guerre très longue et en plus dans un conflit qui excède ses forces. Même en pillant toute l'Europe, il n'est pas possible de tenir tête à une coalition aussi large que les États-Unis, l'Empire britannique et l'Union soviétique. Puisque chacun de ces trois pays, pris séparément, produit plus d'armes que l'Allemagne elle-même et a des réserves de soldats et d'hommes gigantesques. À ce moment-là, les Allemands sont obligés de se résigner à faire venir en masse de la main-d'œuvre sur leur territoire et à passer du volontariat à une coercition bien plus poussée qu'avant. 21 mars 1942, la nomination de Fritz Sauckel comme plénipotentiaire au recrutement de la main-d'œuvre. Et 18 avril 1942, Pierre Laval revient au pouvoir, mais il est en partie dans la continuité de ses prédécesseurs, il va radicaliser les choses. Et il reprend en juin 1942 une idée qui avait déjà vu le jour dès 40-41, de divers côtés, consistant à proposer aux Allemands de les aider en main-d'œuvre, mais en échange du retour de prisonniers, de préférence des paysans qui partiraient en échange du départ d'ouvriers spécialistes, enfin qui rentreraient en échange du départ d'ouvriers spécialistes. Et là-dessus, 22 juin 1942, Pierre Laval ruine le peu de crédit qu'il possédait encore dans l'opinion en annonçant la relève, donc possibilité de faire rentrer un prisonnier paysan pour 3 ouvriers spécialistes qui partent, mais c'est surtout qu'il accompagne ce lancement de la relève du souhait de la victoire allemande. Je souhaite la victoire de l'Allemagne parce que sans elle, le bolchevisme se répandrait partout. Et c'est évidemment parfaitement suicidaire, c'est la meilleure manière de discréditer la relève, l'homme Laval et l'ensemble de son gouvernement. Donc voilà où on en est à peu près en juin 1942, sachant que l'opinion publique a déjà commencé à se détacher du régime de Vichy dès 1941, que certes les victoires allemandes sont encore très importantes comme les victoires japonaises, mais que le conflit est devenu mondial et que la résistance commence à se développer. Dans ce contexte-là, la relève et le STO vont lui donner un nouveau coup de fouet et bien sûr précipiter le discrédit définitif de Vichy. La relève, elle se fait sous la contrainte ou c'est une idée qui vient du gouvernement français? Les deux, si je puis dire. Initialement, on trouve des propositions françaises. Octobre-novembre 1940, Georges Scapini, chef du service des prisonniers, qui propose aux Allemands que le régime fournisse de la main-d'œuvre civile en échange du retour de prisonniers. Il est même allé jusqu'à proposer que le gouvernement de Vichy paye leur salaire. Je ne sais pas où il aurait trouvé l'argent, mais même Laval n'est pas allé aussi loin. Ensuite, la proposition reste sans suite parce que les Allemands n'ont pas encore vraiment besoin de main-d'œuvre et n'ont pas envie d'être obligés de traiter Vichy en partenaire. On préfère le traiter en vassal. Puis il y a d'autres personnalités qui reprennent l'idée courant 1941, mais il y a aussi une demande qui part d'en bas. C'est une des choses qui m'a le plus frappé, c'est que ce n'est pas purement une idée de quelques chefs collaborateurs, ça vient aussi d'en bas, c'est-à-dire que dans la société civile, des gens, des familles, des mouvements de fond parfois réclament que les ouvriers censés être restés à l'arrière à l'usine pendant la guerre aillent relayer les prisonniers paysans qui pourraient enfin rentrer. Donc là-dessus, il y a vraiment une demande qui part d'en bas, et là-dessus, les Allemands n'y sont pour rien. Ils préféreraient, quitte à prendre la main-d'œuvre, la prendre et puis sans contrepartie. Ensuite, effectivement, lorsque Sauckel et Laval se rencontrent pour la première fois en mai 1942, c'est Laval qui propose cette relève, avec l'idée, comme ça, psychologiquement, le départ de main-d'œuvre passerait mieux dans l'opinion. Et d'autre part, ils ne sont pas pour autant si dupes qu'ils en ont l'air, c'est-à-dire que, comme mon collègue Patrice Arnaud notamment l'avait bien montré, mais aussi Bernd Zielinski, les deux parties savent très bien qu'il n'y aura jamais assez de volontaires vu l'ampleur des demandes allemandes, donc avant même que la relève soit annoncée, on négocie déjà le passage à la réquisition, qui était plus ou moins inéluctable. Mais ça, c'est naturellement quelque chose qui n'a jamais été dit aux Français. Ensuite, évidemment, Hitler a donné son accord à cette opération, à un taux assez unique, donc 3 pour 1, et en plus 3 ouvriers spécialistes, donc on ne tient pas compte des ouvriers non spécialistes qui sont pourtant très nombreux, sachant qu'évidemment, un taux de 1 pour 1 aurait peut-être mieux passé dans l'opinion, simplement les Allemands avaient trop besoin de main-d'œuvre pour pouvoir se le permettre.
Et à ce moment-là, ensuite, la relève est d'abord volontaire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un rebond des départs volontaires en Allemagne début juillet 1942, mais ça se tasse assez vite. Et ce qui m'avait frappé, c'est qu'avant même l'entrée en vigueur de la loi du 4 septembre 1942, il y a déjà des désignations d'office. Vous êtes volontaire pour partir en Allemagne et vous ne discutez pas. Il y a déjà des désignations d'office, déjà des gens qui sont forcés ou qui craignent de l'être, déjà des gens qui quittent leur usine ou leur emploi pour en trouver un à l'abri, et il y a des réfractaires qui se cachent avant même que le travail devienne obligatoire. Sans compter des gens qui avaient volontairement signé pour partir en Allemagne, qui changent d'avis, ou qui simplement ont dupé les Allemands pour toucher la prime, et qui se cachent à ce moment-là. Donc finalement, il y aura des réfractaires avant même que le travail obligatoire soit officiellement en vigueur. Et j'avais une question qui m'a toujours intrigué. Pierre Laval n'avait pas conscience qu'en livrant 3 pour 1, finalement, il allait mettre encore plus de Français dans les griffes des Allemands. Mécaniquement, c'était inévitable. Forcément, le principe même de la relève augmente le nombre de Français présents en Allemagne, mais indépendamment de cela, il y avait de toute façon une volonté claire et nette, affichée dans la lettre qu'écrit Pierre Laval à Ribbentrop. Nous sommes partants pour vous offrir la main-d'œuvre nécessaire à la victoire allemande. Lettre que Pierre Laval écrit en anticipant sur les désirs allemands, parce qu'on ne lui a encore rien demandé. Il se doute bien que les demandes vont être inéluctables. Ça fait des mois que les Français savent très bien que l'Allemagne commence à manquer de main-d'œuvre et qu'elle se fait énormément de soucis pour cela. Il faut ajouter qu'en mars 1942, les Allemands avaient décrété par ordonnance un STO en Belgique. Donc il ne fallait pas être bien sorcier pour savoir que la mesure pouvait s'étendre tôt ou tard à la France. Et c'est l'éternel souci du régime de Vichy, pour préserver les apparences de la souveraineté et pour démontrer sa bonne volonté, on anticipe sur les demandes allemandes. Ce sera le même mécanisme qui conduira à proposer la participation française au rafle antisémite. Donc juin 1942, c'est la relève qui va s'avérer finalement assez rapidement être un échec. C'est insuffisante en tout cas. Donc, en septembre 1942, se met en place ce qu'on va appeler le STO. Alors à l'époque, on n'utilise pas forcément tout de suite l'expression de STO, d'où la confusion. Certains journaux ont utilisé l'expression service travail obligatoire dès ce moment-là. Mais officiellement, l'idée, c'est que c'est la relève qui continue, simplement on désigne d'office les volontaires. Personne ne s'est trompé évidemment sur le fait qu'on avait franchi un seuil dans la coercition, mais les officiels, la population parlait souvent du départ à la relève. Et comme la relève a d'abord été volontaire en devenir forcée, ça induit la confusion dans les esprits et par la suite, la population aura du mal à faire la distinction entre ceux partis volontairement et ceux partis de force. Et à partir du 16 février 1943, là, l'expression STO entre vraiment dans le langage courant. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots quel est le principe du STO? Parce que à lire votre livre, on est glacé, j'allais dire, parce que c'est une comptabilité d'hommes, et les chiffres demandés par les Allemands sont absolument extraordinaires. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça marche? Qui demande, qui donne? Quel est le principe qui gouverne tout ça? Concrètement, à travers toute l'Europe, le Gauleiter Fritz Sauckel, responsable plénipotentiaire de la main-d'œuvre, lance ce qu'il appelle des grandes actions. C'est à l'échelle de toute l'Europe. La France n'est qu'une partie de l'action, mais Sauckel s'y intéresse particulièrement parce que c'est le principal réservoir en main-d'œuvre qualifiée d'Europe. Et que par ailleurs, il a besoin du régime de Vichy. On ne peut pas agir en France comme on agit en Pologne ou en Serbie ou en URSS occupée. À ce moment-là, il présente chaque fois une exigence. 250 000 hommes en mai-juin 1942, 250 000 hommes pour la deuxième action Sauckel en janvier 1943, encore 250 000 hommes en mai 1943, et puis la dernière en janvier 1944, la plus exorbitante de toutes, puisqu'il va réclamer jusqu'à 1 million d'hommes, mais à ce moment-là, plus personne n'a envie du STO, et il y a un consensus, que ce soit le régime de Vichy, les autorités allemandes de France, la Gestapo en France, Albert Speer en Allemagne, ils sont tous d'accord finalement pour que ces transferts de main-d'œuvre s'arrêtent, tellement ça met le désordre dans tout le pays pour rien. Donc, et de toute façon, cette demande d'1 million d'hommes n'est pas réaliste et n'avait aucune chance d'aboutir. Elle ne va même pas réussir à en fournir 50 000. De ce point de vue-là,
Pour autant, ça n'empêche pas que, au départ, les exigences de SAOKEL sont parfaitement réalisées, puisque j'ai calculé que, même si les chiffres varient à quelques milliers par-ci par-là, on peut estimer qu'à l'été 1943, les 2 premières actions SAOKEL ont été satisfaites à 100% et même parfois légèrement plus. La 3e action SAOKEL est satisfaite aux 2 tiers et la 4e, ne l'est pas du tout, mais au total, si on ne prend que les 3 premières actions SAOKEL, les seules à être sérieuses, la 4e finalement compte pour du beurre, si on ne prend que les 3 premières, c'est quand même une satisfaction de 92%. Et c'est unique en Europe. Même les Pays-Bas ou la Belgique qui n'ont pas de gouvernement collaborateur ne fournissent pas autant, justement parce qu'il n'y a pas de gouvernement collaborateur, alors que c'est des pays plus petits et où il est a priori plus difficile de se cacher. De la même façon, l'ambassade d'Allemagne elle-même avait souligné que le Gauleiter SAOKEL s'était réjoui que seule la France en Europe ait satisfait à 100% en avril 1943 les demandes de main-d'œuvre. Là-dessus, c'était une performance assez remarquable, mais sans obtenir grand-chose en contrepartie. Oui, ça c'est une chose aussi qu'on n'a pas en tête. C'est qu'au début, ça a très très bien marché. La France a fourni quasiment 700 000 à peu près ouvriers. En comptant les volontaires, oui, au moins 600 000 travailleurs forcés, il faut ajouter des volontaires. Comment réagit la population quand on lui annonce qu'elle va être obligée de partir en Allemagne? Bien là, ça a été un de mes axes de réflexion principaux. Naturellement, je ne suis pas le premier à me préoccuper de ce qu'a pensé l'opinion publique sous Vichy. Mais je dois dire que dans pas mal de travaux nationaux, le STO est simplement mentionné comme un facteur qui fait évoluer l'opinion publique, mais qu'il n'y a pas eu d'analyse réellement de comment l'opinion réagit à chaque étape du travail obligatoire ou devant chacun de ces aspects. Ça a été fait parfois au niveau d'un département ou d'une région ou d'une ville, pourquoi pas, mais par exemple, le grand Pierre Laborie, dans ses ouvrages sur l'opinion publique en général en France, mentionne le STO en 2 ou 3 pages comme un facteur de l'évolution de l'opinion, mais il ne dit pas voilà comment on a réagi en septembre 1942, comment on a réagi au discours de Laval sur la main-d'œuvre du 20 octobre 1942, comment on réagit le 16 février 1943, etc. Donc là, j'ai vraiment essayé de suivre l'opinion publique pas à pas et presque semaine après semaine. Alors, la question est claire, la réponse est claire, c'est-à-dire que dès le début, la relève est très impopulaire et qu'il y a un rejet très majoritaire. Puis la première loi du STO, lorsqu'elle est promulguée à mi-septembre 1942, est également très impopulaire dans tous les milieux. Et on ne voit aucun moment où le STO réussit à susciter l'adhésion. Par ailleurs, la prise de conscience et le choc sont immédiats, alors que tout le monde n'est pas au courant qu'il y a des rafles de juifs et qu'au demeurant, ça ne concerne pas l'ensemble de la population, par définition. Alors qu'il y a des choses qui sont finalement plus ou moins ignorées de la population ou qui sont en dehors de son champ de vision. Là, le choc est immédiat et la réaction non moins immédiate. Néanmoins, ce qui complique les choses, c'est que même si personne n'a envie de partir au STO, même si c'est très impopulaire, eh bien, on ne dédaigne pas toujours que l'autre y parte. Pour un certain nombre de familles qui ont toujours foi dans la relève, l'idée c'est, après tout, si les autres partent, si les enfants des autres partent, nos maris, nos frères, les fils de nos voisins, etc., vont peut-être rentrer. Et puis, tant que les réquisitions ne concernent que certains groupes sociaux, on ne va pas forcément se solidariser avec eux. À l'automne 1942, la réquisition de fait ne concerne que les ouvriers. Les autres groupes sociaux ne bougent pas tellement. Les paysans moins que les autres, puisqu'après tout, les privés qui sont censés rentrer, c'est les paysans, et que les ouvriers sont considérés comme ceux qui ont été, comme affectés spéciaux, relativement privilégiés en ce qui concerne l'impôt du sang. Bien sûr, les paysans sont vite déçus de voir que trop peu de prisonniers rentrent. Bien sûr, que Laval souhaite la victoire d'Allemagne, ça les exaspère autant que les autres, mais ça ne leur déplaît pas que les ouvriers soient mis en demeure de partir. Puis ça ne déplaît pas au printemps 1943 aux ouvriers que les étudiants ou les paysans soient mis à leur tour en demeure de partir. Puis à la fin, quand tout le monde est mis en demeure de partir, la solidarité devient quand même beaucoup plus grande. Voilà, mais il est très humain de ne réagir que lorsqu'on est directement concerné, et ça m'a stupéfait, cette ampleur des clivages à l'époque, qui fait qu'on ne se soucie souvent du STO que si son propre groupe social, sa famille ou soi-même est directement concerné. Avec effectivement des clivages dans les usines, même
entre ceux qui, par exemple les anciens mobilisés, qui ne sont pas mécontents que ceux restés à l'arrière en 1940 soient obligés de partir, ainsi de suite. Oui, c'est une chose qui est assez troublante, j'allais dire, dans votre livre, c'est la réaction de la population face au STO, parce qu'il y a à la fois de la contrainte, et en même temps on s'aperçoit que par exemple les réfractaires ne sont pas traqués vraiment. Il y en a beaucoup qui passent à travers les mailles du filet, souvent parce qu'ils sont plus malins que les autres, ou parce qu'ils ont un meilleur réseau, mais par exemple il n'y a pas une police, où il n'y a pas, la police allemande ne traque pas les réfractaires au STO. Très peu. Tout d'abord, il faut bien prendre conscience de l'ampleur de leur nombre. Lorsqu'on regarde les listes de réfractaires recherchés, chaque jour ou chaque semaine, la police reçoit des nouvelles listes avec des centaines de noms. C'est ingérable. Il aurait fallu des effectifs absolument colossaux. Et puis, les 3/4 de réfractaires se cachent non pas au maquis, mais en ferme. Or, comment peut-on fouiller des dizaines de milliers de fermes dans un pays de petites propriétés où des départements peuvent avoir de 20 000 à 50 ou 60 000 fermes, et où chaque ferme au maximum ne va accueillir qu'un, deux, trois réfractaires. C'est totalement ingérable. Et de surcroît, il y a quand même une certaine conscience qu'il y a des risques de troubles à l'ordre civil. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la police de Vichy, mais aussi les Allemands, calculent les risques à chaque fois. Les nombreuses manifestations contre le STO à l'automne 1942 ou au printemps et à l'été 1943, même les Allemands ne répriment pas systématiquement. Tant que les gens partent ou tant qu'il y a un risque d'aggraver la situation, souvent on préfère ne pas réprimer et laisser faire plutôt que de prendre le risque de troubles bien plus graves. Et pareillement, il est impossible de déclarer la guerre à 200, 250 000 réfractaires et à tous ceux qui les hébergent. Alors bien sûr, ça et là, il y a des arrestations, ça et là, il y a des amendes, il y a des filières destinées à évacuer les réfractaires qui finissent par être démantelées. Il y a eu quelques cas de réfractaires abattus sur place, déportés, ou en tout cas capturés, et puis ensuite envoyés en Allemagne sans plus de sanctions. Mais globalement, la plupart des réfractaires n'ont pas réellement été traqués. Au départ, d'ailleurs, le régime de Vichy lui-même ne tient pas vraiment à appliquer les sanctions. La légende comme quoi des parents auraient pu être pris à la place de leurs enfants si ceux-ci avaient été réfractaires est en fait avant tout une légende ou une rumeur de l'époque ou une reconstruction rétrospective. Ça ne s'est pratiquement jamais fait, et ça n'a même d'ailleurs jamais été dans le projet ni des Allemands ni de Vichy. Et puis enfin, le dernier problème, quand un comportement de désobéissance devient massif, c'est par nature extrêmement difficile de le réprimer. Quand on a 5 à 10% de gens qui désobéissent, il est facile de les cibler et de profiter de leur isolement pour les arrêter, les rafler sur leur lieu de travail éventuellement. Mais lorsque vous avez 50, 70, 90% des gens qui désobéissent, à moins de transformer la France en État totalitaire, ce qui n'est pas le cas, et de risquer des troubles à l'ordre civil trop importants, comment voulez-vous les repérer ? Parce que le STO, ça concerne, pour être clair, la zone dite libre et la zone occupée. Ça concerne toute la France occupée, la Corse comprise, mais pas l'Alsace et la Moselle qui sont annexées, où là aussi il existe un travail obligatoire, mais c'est le Reichsarbeitsdienst, le service du travail du Reich, mais ça c'est l'extension des lois allemandes, et le Reichsarbeitsdienst c'est paramilitaire, ça précède ou l'incorporation dans la Wehrmacht, ou pour les filles c'est un service civique en uniforme, c'est une logique assez différente du STO. Et il y a une population dont on parle peu dans les autres livres sur la période qui évoque le STO, c'est l'attitude du patronat français. Parce que d'une certaine manière, les ouvriers sont en première ligne face au STO, mais le patronat français, et je dirais juste derrière, ils en subissent eux aussi des conséquences très importantes. Tout à fait. C'est assez frappant, effectivement. Dans l'ensemble, on peut dire que le patronat français n'a pas collaboré au STO, et qu'il a même plutôt, lorsqu'il l'a pu, fait ce qu'il pouvait pour que la main-d'œuvre reste sur place. Avec effectivement deux bémols, il y a eu des patrons collabos, il y a eu des patrons poussant au départ ou même allant jusqu'à la dénonciation.
que ce soit par idéologie ou par revanchisme social. Voilà, on envoie les fortes têtes en priorité au STO, les syndicalistes, ou tous ceux qui en 1936 ont un peu trop mené les grèves. Néanmoins, c'est assez minoritaire. Comme les cas de patrons authentiquement résistants sont également très minoritaires, que ce soit Peugeot, Michelin ou d'autres. Et après, au tout début, le patronat est dans une situation assez délicate. Il ne fait pas la propagande pour la relève et pour le départ, sauf exception, c'est clair. Non seulement par patriotisme, mais aussi parce que ce n'est pas son intérêt. Il y a une pénurie de main-d'œuvre sous l'occupation. Pourquoi se priver d'ouvriers très utiles pour en plus faire revenir des paysans qui ne serviront pas dans les usines ou les entreprises urbaines? Et à ce moment-là, plus généralement, pourquoi se fatiguer à participer à une opération politique dont il n'y a aucun bénéfice à espérer? Plus également la peur, si nous désignons nos ouvriers, à leur retour, ils vont nous revenir communistes ou très en colère, ça va aggraver les tensions sociales au sein de l'entreprise, et le patronat préfère quand même en général avoir la paix dans ses entreprises. Et puis enfin, il y a quand même un moment délicat, notamment à l'automne 42, c'est que les patrons ont la responsabilité de désigner les travailleurs, au moins au début. Ils doivent donc afficher les listes de départ dans les usines. Et évidemment, c'est une très lourde responsabilité. En général, ils vont désigner les célibataires et les plus jeunes. Parfois, ils seront bien obligés d'aller puiser ailleurs. Évidemment, c'est une lourde responsabilité. Néanmoins, la plupart des témoins n'ont pas eu l'impression que le patronat ait collaboré de bon cœur. Tout simplement, dans le mouvement général qui fait qu'on s'est soumis, même de mauvais gré, les patrons sont soumis comme les autres. Mais on trouve également, plus le temps passe, et plus on trouve de cas où le patronat freine les départs. Et de manière générale, la presse collaborationniste et les rapports allemands et vichistes ont toujours déploré la mauvaise volonté du patronat à coopérer à la relève puis au STO. Et globalement, personne à la Libération n'a reproché au patronat d'avoir participé au STO, sauf dans des entreprises très ponctuelles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi quelle place a le STO dans le projet politique de Vichy? S'il existe, mais on peut supposer qu'il y a en tout cas une ébauche de projet politique, on a quand même le sentiment que c'est un peu en contradiction avec la Révolution nationale. Alors, ce qu'on appelle le projet politique de Vichy, il faut distinguer la politique intérieure et la politique extérieure, les deux étant d'ailleurs liés. Sans un État français né de la défaite et collaborateur, il ne peut pas y avoir de régime de Vichy et pas de Révolution nationale. La Révolution nationale n'intéresse pas Karl Laval, mais il n'empêche qu'elle est quand même, en théorie, à l'ordre du jour, toujours en 1942. Sur le plan du projet politique intérieur, le STO va plutôt le compromettre. J'y consacre tout un chapitre en début de deuxième partie, la Révolution nationale sacrifiée, la jeunesse trahie. Par exemple, comment le projet politique social de Vichy peut-il avoir la moindre crédibilité quand les ouvriers partent au STO, quand dans les comités sociaux, ancêtres des comités d'entreprise, on réquisitionne des délégués, quand l'inspection du travail, au lieu de s'occuper de la charte du travail, est surtout occupée à recenser, à requérir la main-d'œuvre. Comment peut-on prétendre revigorer et régénérer la jeunesse quand les chantiers de la jeunesse sont vidés par les départs en Allemagne et qu'ils trahissent leurs jeunes en livrant plus de 16 000 au départ? Comment peut-on croire qu'on va moraliser la jeunesse en l'envoyant en Allemagne ou sur les murs de l'Atlantique, où elle va être sans encadrement et dans des conditions peu propices à faire une jeunesse plus vertueuse? Donc le projet intérieur de Vichy a plutôt été sacrifié à cette contrainte extérieure. Après, sur le plan du projet diplomatique, à savoir faire en sorte que la France obtienne une place privilégiée dans une Europe durablement allemande et nazifiée, et que la France ait une forme de co-belligérance avec l'Allemagne, sauf sur le plan militaire, donc en lui fournissant quand même les moyens de mener la guerre à bien. Là, il est clair que le STO est pensé non seulement comme un moyen d'obtenir des contreparties, mais aussi comme un moyen d'aider la victoire de l'Allemagne. Car Laval le répète assez souvent, en public comme en privé. Et à partir de novembre 1942, il n'y a plus de zone sud, il n'y a plus de flotte puisqu'elle se saborde à Toulon, il n'y a plus d'empire colonial. La dernière monnaie d'échange qui reste au régime de Vichy, c'est sa main-d'œuvre.
Et la dernière manière de prouver qu'il existe encore et qu'il exerce encore une autorité dans le pays, c'est d'avoir une administration qui exile efficacement la main-d'œuvre. Et puis à l'été 1943, il ne lui reste même plus cela, puisque les départs s'effondrent et que son autorité est de plus en plus contestée, et que le maquis prend possession de cantons entiers au 10e semestre 1943. Donc il ne lui reste plus rien, et en plus, à l'été 1943, la relève disparaît. Officiellement, le mot n'a plus le droit d'être utilisé sur ordre de la censure allemande. Officiellement, la troisième action est ça, ok, la quatrième action, il n'est même plus question que les départs comptent pour le retour des prisonniers. Et d'ailleurs, à ce moment-là, la plupart des Français cessent d'y croire. Et à ce moment-là aussi, eh bien, ça n'a plus de sens de vouloir s'attirer les grâces du vainqueur, parce que tout le monde sait que l'Allemagne va perdre la guerre. Sauf que les dirigeants de Vichy n'ont rien à espérer en cas de victoire alliée, sinon la fin de leur régime et leur propre procès. Donc il ne leur reste plus qu'à coopérer jusqu'au bout. Néanmoins, ils changent aussi leur fusil d'épaule, puisqu'à ce moment-là, Albert Speer souhaite plutôt faire travailler les Français, pardon, en France même pour les Allemands, ce qui a d'ailleurs été le cas en 40-41 à l'origine. Et le régime de Vichy pense aussi que ça serait mieux à la fois pour éviter des troubles, mais aussi, l'idée c'est la main-d'œuvre, si elle reste chez elle, produira plus qu'en Allemagne, le Collatère Sauckel fait le calcul inverse sans avoir d'ailleurs forcément tort. Et à ce moment-là, l'idée c'est rendons la collaboration plus intelligente. En laissant les Français travailler sur place, ils contesteront moins et ils travailleront mieux et plus, mais ils fabriqueront toujours des armes et des produits pour l'Allemagne. Et à ce moment-là, il y a un consensus général, finalement, à part le Collatère Sauckel, tout le monde est d'accord, allemand comme français, pour que la production se passe en France même. Et les résistants, évidemment, et la société française ne sont pas moins d'accord, pour d'autres raisons. Mieux. Autre chose qu'on découvre dans notre livre, c'est la réfutation du lieu commun. Le STO a rempli les maquis. Vous démontrez que l'équation n'est pas aussi parfaite que ça, que c'est finalement plus compliqué, et que les maquis ou que la résistance va tirer un autre bénéfice du STO qu'un bénéfice, je dirais, de main-d'œuvre militaire. On peut le dire comme cela. Alors évidemment, je ne suis pas le premier à l'avoir découvert. Il y a eu d'autres enquêtes, d'autres études avant, au travers de divers colloques, ce qui n'empêche pas de devoir beaucoup insister là-dessus, d'autant que je dois dire qu'au colloque de Caen ou dans les ouvrages précédents de Jacques Lévrard, Jean-Pierre Vittori, Patrice Arnaud et d'autres, cette question est relativement peu évoquée, ce n'est pas le centre de leur attention. Moi, j'ai voulu vraiment consacrer des pleins chapitres à l'impact sur la résistance, à la manière dont la résistance et le maquis luttent contre le STO. Ce qu'il fallait avant aller chercher dans d'autres ouvrages, d'autres études et autres. J'ajoute évidemment mes propres contributions. Une chose est certaine, sans le STO, il n'y a pas de réfractaires, il n'y a pas de maquis. Il y aurait eu tout au plus quelques petits groupes, peut-être, à devoir se cacher à la campagne. Il y avait eu des petits groupes ou des individus à se cacher dans les forêts, mais ça apparaissait comme assez marginal, anecdotique, et même comme assez fou. Je n'ai pas la place de le dire, mais Georges Guingouin, qui est plus tard célébré comme le premier maquisard de France, ses propres chefs du Parti communiste disaient « c'est le fou qui vit dans les bois ». Ça paraissait complètement saugrenu. Et de même, quand le colonel Fabien monte un petit groupe de saboteurs et de combattants qui vit dans les bois, notamment en Seine-et-Marne, c'est assez anecdotique. Là, ça va devenir un phénomène qu'il faut prendre en compte. Et donc, sans les réfractaires STO, il n'y a pas de maquis, c'est clair. Néanmoins, dans les maquis, il n'y a pas que des réfractaires STO. On peut considérer qu'ils ont toujours été majoritaires dans les maquis, même à l'été 1944, quand il y a la montée en masse au maquis. Mais il n'empêche que le maquis, les réfractaires STO vont y être rejoints par des juifs qui ne sont pas soumis au vote du STO, par des déserteurs de troupes de l'Axe, par des résistants qui sont grillés en ville, par des gens désireux tout simplement de contribuer au combat, et notamment au moment de la libération, par également parfois ceux qui gagnent le maquis préventivement sans avoir été convoqués. Donc tout le monde n'est pas réfractaire au STO dans les maquis, et puis chose plus importante encore, tous les réfractaires au STO ne deviennent pas maquisards, et c'est même très nettement majoritaire. Les 3/4 des réfractaires au STO, comme l'ont montré les études,
ils vont d'abord se cacher ou à domicile ou surtout dans des fermes. Là aussi, redécouvrir le réfractaire au STO caché à domicile, qui n'a généralement pas été reconnu par les statuts d'après-guerre, c'était quelque chose d'important. Beaucoup de réfractaires au STO, faute de moyens ou faute de volonté, ne vont pas dans des maquis où de toute façon il n'y a pas la place pour accueillir tout le monde, il n'y a pas les moyens. Ils restent cachés chez eux et la police ne va même pas vérifier dans leur chambre ou dans le grenier ou dans la cave s'ils sont là. Et c'est pas forcément si facile que ça de rester caché chez soi dans un faible espace toute la journée, de ne sortir que la nuit, en essayant de ne pas se faire repérer, comme mon grand-oncle qui a été repéré par un gendarme collabo et qui a failli être repris comme ça. Et puis évidemment, il y a ceux qui se cachent en ferme, et c'est logique. Des fermes, il y en a partout, des maquis, encore faut-il les trouver. Le maquis a aussi parfois mauvaise réputation, et puis ça veut dire quand même qu'on court des risques physiques. Et puis tout simplement, il ne peut pas accueillir tout le monde. Les fermes, il y en a partout. Aucun paysan ne va refuser en principe d'embaucher un ou deux réfractaires au STO qui l'aideront à maintenir l'exploitation. Et puis, un maquis peut toujours se faire repérer, alors que fouiller ferme après ferme, c'est au-dessus des moyens de la police française comme allemande, à supposer qu'il en a eu envie. De ce point de vue-là, donc, et malgré ce que les réfractaires eux-mêmes, leur organisation, ont essayé de faire croire après la guerre, tout réfractaire n'est pas un maquisard et n'est pas un combattant. Ajoutez aussi que les maquis refuges ne passent pas au combat tout de suite, bien sûr. Au final, quel bénéfice le maquis va tirer du STO? Alors, il faudra déjà demander si, pour la résistance, le maquis a été un bénéfice. Car ce qui est très frappant à redécouvrir, c'est qu'à l'origine, la résistance ne veut pas des maquis. Ce n'est pas prévu au programme, ni par la France libre, ni par les organisations résistantes, y compris, et peut-être même surtout, par les organisations communistes. C'est-à-dire que pour les communistes, les francs-tireurs et partisans, le lieu d'action naturel de la guérilla, c'est en ville. Là où sont les troupes allemandes, là où sont les installations à saboter, là où on peut commettre des attentats spectaculaires, il n'y a pas d'idée de pratiquer une guérilla à la campagne. Sans compter la méfiance envers des maquis qui, s'ils sont trop gros, sont vulnérables, puisque facile à encercler et à détruire. De la même manière, les résistants non communistes, qui avaient parfois peur que le maquis soit un instrument de prise de pouvoir par les communistes à la libération, ne veulent pas non plus de ces maquis parce que non seulement c'est même pas pensable, il n'y a pas vraiment de précédent dans l'histoire de France, la France n'est pas un vieux pays de guérilla, loin de là, mais aussi ça exige des moyens colossaux. Comment va-t-on nourrir, vêtir, chausser, entraîner, encadrer, armer cette masse énorme, et qu'est-ce qu'on va faire de tous ces jeunes qui parfois n'ont aucune formation politique et bien sûr militaire, qui n'ont pas forcément envie de se battre, et avant même qu'ils puissent se battre, il faut déjà qu'ils puissent manger. Et c'est bien pour ça qu'à l'origine, le maquis est vu comme un fardeau par beaucoup de résistants, et c'est par résignation qu'ils vont s'emparer du maquis et l'aider à survivre, en étant obligés en plus de demander des sommes colossales et des armes à Londres. Et à l'origine, la naissance du maquis est plutôt un moment de crise dans la résistance. Et on s'y résigne parce que on ne peut pas non plus dire aux jeunes de repartir, ce serait se discréditer, et puis bon, quelles sanctions pourraient les attendre s'ils sont obligés de rentrer chez eux. Et puis parce que c'est le seul moyen de soustraire un certain nombre de jeunes au travail obligatoire à l'origine. Et puis ensuite, progressivement, on va se rendre compte que ces maquis, c'est aussi un moyen de passer à l'action dans les campagnes, d'entretenir les Allemands à Vichy dans un sentiment d'insécurité, de prendre le contrôle de certaines portions du territoire, mais ça prendra des mois. Et contrairement à une idée reçue aussi, les Allemands ne sont pas des imbéciles d'avoir mis en œuvre le STO au risque de créer le maquis. Au moment où le maquis devient définitivement un enjeu dont tout le monde parle, vers mars-avril 1943, il y a déjà eu plus de 500 000 départs. Il y a des premiers maquis dès novembre 1942, dès décembre 1942, c'est intéressant à redécouvrir, qui n'ont pas souvent survivre longtemps, enfin qui existent. On n'attend pas le 16 février 1943 pour qu'il y ait des maquis, mais pour que ça devienne vraiment un enjeu, il faut donc attendre mars 1943, alors même que le torrent des départs a déjà fait la majorité de ses victimes. Pour que ces maquis passent à l'action, il faut vraiment attendre les premières vraies actions, c'est juin 1943, mais il faut attendre, disons, l'été, surtout l'automne, voire l'hiver. Et entre-temps, les Allemands ont eu 92% de leurs demandes satisfaites. Puis mettons-nous à la place du Gauleiter Saukel et Hoth. Depuis Berlin, il y a d'autres chats à fouetter
que les ennuis des troupes allemandes à travers la France. Les maquis sont installés essentiellement où? Dans des régions de montagne ou dans des campagnes où les troupes allemandes sont rares et où les enjeux stratégiques sont limités. Sans main-d'œuvre, on ne peut pas libérer en Allemagne les soldats qui iront sur le front, et on ne peut pas non plus assurer le bon fonctionnement des usines de guerre produisant pour les soldats. Qu'est-ce que vous voulez que ça lui fasse au Gleiter-Saukel de savoir qu'il y a quelques centaines de jeunes qui se promènent avec ou sans armes en Dordogne ou en Haute-Savoie, des territoires qui n'ont de toute façon aucun intérêt, qui sont très peu peuplés et autres, et sachant qu'il leur faudra des mois pour passer à l'action. D'où l'idée, s'ils finissent par passer à l'action et partir sur nos soldats, tant pis, nos soldats se débrouilleront. Après tout, ils en ont vu d'autres. Et il est vrai qu'en 1944 même, au moment où le maquis est le plus gonflé, il est capable, certes ponctuellement, de mettre les Allemands et Vichy dans l'embarras, il est capable de leur faire peur, il est capable de gagner des batailles ponctuelles, mais dans l'ensemble, il n'y a pas d'incidence si nette que ça sur les pertes allemandes et sur l'ensemble des opérations. Sauf exploit ponctuel, le maquis n'a pas à ce point-là gêné l'armée allemande. Il n'a représenté que 2% de ses pertes militaires en 1944. Et par ailleurs, pensons à un grand maquis comme le Vercors, le plus grand de France. Le Vercors a toujours été sur la défensive. C'est-à-dire qu'il n'a jamais, de son histoire, lancé des attaques contre les Allemands. Ce n'est qu'après la destruction en juillet 1944 que les survivants vont quand même se regrouper puis attaquer l'armée allemande en retraite après le débarquement de Provence. Mais jusque-là, le Vercors était une menace, mais finalement n'a que très peu attaqué. Donc finalement, le Gleiter-Saukel et d'autres Allemands qui avaient calculé qu'il y avait beaucoup plus d'avantages au STO que d'inconvénients, de mon point de vue aussi, n'ont pas eu tort. Ce n'est pas parce que les Allemands, les nazis ont été des criminels, il faut les prendre pour des imbéciles de surcroît. Ce n'est pas le cas. Dans votre livre, il y a, pour revenir sur ce rapport entre STO et résistance, vous expliquez aussi que la résistance, finalement, a tiré un avantage politique très important du STO. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce processus qui n'est pas facile forcément à comprendre et surtout très très méconnu? Oui. À l'origine, effectivement, la résistance a été surprise par le STO. Bien sûr, elle l'a combattu immédiatement, comme elle avait déjà combattu la relève volontaire. Par ailleurs, tous les résistants sont d'accord contre le STO. Alors qu'ils ne sont pas tous d'accord au début sur la personnalité du maréchal Pétain. Est-il un traître ou faut-il au contraire voir en lui un espoir possible? Tous ne sont pas d'accord pour reconnaître l'autorité du général de Gaulle à l'origine. Tous ne sont pas d'accord sur les mesures anti-juives, par exemple. Bon. Sur le STO, là-dessus, il y a un consensus absolu. C'est déjà ça de gagner. Mais ensuite, le problème, c'est comment agir alors que la résistance a encore des moyens assez faibles et que les choses vont à une vitesse terrifiante, que tout le monde n'a pas forcément envie de suivre les consignes de la résistance, d'accepter son aide. C'est ce que raconte le grand résistant Serge Ravanel dans ses mémoires, quand il dit que l'obéissance et la discipline sont si ancrées dans les Français de l'époque que bien souvent nos envoyés étaient mis à la porte sans ménagement. De la même manière, certaines grèves contre le STO, comme en région lyonnaise en octobre 1942, éclatent spontanément. À Montluçon, le 6 janvier 1943, un certain nombre de passagers refusent de descendre du train alors que la foule, emmenée par la résistance cette fois, bloque les voies. Ainsi de suite. Tout le monde n'a pas envie d'être sauvé par la résistance, de même que tout le monde n'a pas envie d'aller au maquis, et certains ont peur. Il y a aussi des cas de gens qui ont refusé des faux papiers. Ainsi de suite. Et puis par ailleurs, la résistance n'a pas les moyens de sauver une telle masse de gens. Entre le 16 février 1943 et le 1er avril 1943, il part 165 000 personnes. Et c'est très net dans tous les rapports. La résistance traverse à ce moment-là une phase de discrédit. Les habitants se demandent, mais que font les résistants? Que font les alliés? Que fait le général de Gaulle? Pourquoi il ne débarque pas pour nous sauver de ces départs massifs? Pourquoi il ne nous sauve pas? Et on constate évidemment une crise de confiance, sans compter que des résistants eux-mêmes sont obligés de partir au STO faute d'alternative. Donc, ajoutez à ça que, au sommet de la résistance à Lyon, comme Jean Moulin, qui est à ce moment-là à Londres en mission, tarde à prendre la mesure de la crise et à envoyer les fonds supplémentaires nécessaires à la lutte contre le STO et à l'organisation du maquis, comme Jean Moulin tarde, les chefs résistants vont protester très vivement et ça a suscité une crise au sommet de la résistance. Daniel Cordier, qui est toujours parmi nous, vous direz mieux que moi comment
en l'absence de son patron Jean Moulin, il s'est retrouvé presque lynché par ses camarades, et comment il a eu peur qu'Henri Freinet le jette dans la Saône lorsqu'il lui a dit qu'il n'avait pas les moyens ni autorisation de donner comme ça plus d'argent pour les réfractaires. Et on trouvera la même crise de confiance à l'hiver 43-44, quand faute d'armes et d'argent suffisant, et face à la répression, beaucoup de maquisards se sentiront abandonnés, préféreront quitter le maquis et se faire régulariser et amnistier. De ce point de vue-là, à l'origine, donc, la résistance a eu vraiment à faire un fardeau. Néanmoins, par la suite, à partir du moment où elle développe les maquis, où elle développe les faux papiers en masse, où elle mène une campagne de propagande considérable contre le STO, même si les faux papiers ont rarement eu l'occasion de servir, même si la résistance n'a pas pu sauver tout le monde, eh bien la résistance désormais apparaît comme celle qui va protéger la population. La population a amplement compris que le régime Vichy ne la protégeait plus de rien, que la légitimité était désormais à Londres ou à Alger, et que la résistance est désormais le vrai bouclier. De ce point de vue-là, ça a été décisif, et le maquis lui-même, il va renforcer l'aura de la résistance. Il est quand même entouré de toute une imagerie romantique, même les Allemands en ont peur en surestimant parfois ses moyens. On n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails de votre livre qui est très foisonnant, notamment il y a des... Et encore, il est réduit de 2/3 par rapport à la thèse qui fait plus de 1300 pages. Il y a des pages passionnantes sur la position des catholiques, notamment, qu'on ne peut pas développer ici. Avant de conclure, il y a une chose importante, et ça c'est un très gros morceau de votre livre, c'est la vie des hommes et des femmes. Il y a des femmes qui sont embarquées dans cette affaire. Volontairement, sauf quelques-unes qui ont été forcées, oui. En Allemagne, parce que c'est une vie à la fois de travailleurs qui est souvent plus proche de l'esclavage que du travail libre. D'une forme de servage, plus exactement que l'esclavage. En tout cas, c'est pas ce qu'on leur a vendu. Pas réellement, non. Les volontaires ont d'ailleurs été très souvent déçus et ont été les premiers à s'échapper d'Allemagne ou à rompre leur contrat ou à chercher mieux sans autorisation. Les volontaires ont été les premiers propagandistes contre le travail en Allemagne, souvent. Par ailleurs, alors plus que de l'esclavage, il s'agit d'une forme de servage ou de servitude, au sens où, bien sûr, requis comme volontaires ont été payés jusqu'au bout, c'est indéniable, ils n'aiment pas d'ailleurs qu'on le leur rappelle par la suite, et quand même, ils avaient une relative liberté de mouvement, pas d'uniforme, et n'étaient quand même pas la propriété privée de leur patron non plus. Mais il s'agit quand même d'une forme de servage, avec par exemple l'interdiction de changer d'emploi, et le fait aussi qu'on n'a pas choisi son lieu d'affectation, ou que même lorsqu'il était prévu par des contrats volontaires de travail, ces contrats ne sont pas respectés très souvent. Sur la vie en Allemagne, mon collègue Patrice Arnaud ainsi que Gabriel Stavala ont publié des sommes bien plus complètes et passionnantes. Je ne peux moi y consacrer qu'un ou deux chapitres. Ce qui m'a peut-être le plus frappé par rapport à eux, c'est deux éléments. D'abord que le travail n'était pas toujours si pénible, mais que la lenteur des cadences a beaucoup frappé les Français. Très curieusement, les cadences en France étaient parfois 4 fois supérieures aux cadences en Allemagne. Et certains travailleurs de STO se demandaient mais qu'est-ce qu'on vient faire ici si c'est pour attendre que les machines soient alimentées et pour faire plus de présence que de rendement. Et sachant que c'est démoralisant aussi de rester sans rien faire. Bon. Et la deuxième chose, beaucoup de lettres ou de rapports que j'ai découverts témoignent que les relations avec les Allemands auraient plutôt eu tendance à se dégrader au fil du temps. Mon collègue Patrice Arnaud n'a pas trouvé de choses comparables, mais bon, en tout cas moi je dis ce que j'ai vu. C'est-à-dire qu'au fil du temps, les Allemands, qui n'accueillaient pas forcément mal les Français au début, ont plutôt tendance à être de plus en plus nerveux avec la défaite qui approche. Ils n'apprécient pas forcément que les Français, pour se venger de leur exil forcé, se conduisent mal, affichent leur saleté, leur débraillage, provoquent des querelles pour un rien, s'investissent dans le marché noir, etc. Ils n'apprécient pas que les Français les provoquent à chaque nouvelle victoire alliée. On est forcément au courant que les Alliés progressent. Et ajouter à ça qu'à partir de l'été 1944, la France étant libérée, les requis du STO sont des ressortissants désormais d'un gouvernement ennemi, et que là, la Gestapo, pour ne parler que d'elle, appesantit son contrôle sur tous les Allemands en général, sur tous les travailleurs étrangers, et sur les Français en particulier. Et que la population elle-même semble de plus en plus vivre dans la crainte et dans la lassitude, ce qui fait que plus d'un STO a pu témoigner que les réactions étaient de plus en plus xénophobes à leur égard. Néanmoins, il y a aussi beaucoup de témoignages disant que la majorité des Allemands sont restés corrects et que des services rendus, il y en a eu beaucoup, parfois de manière un peu risquée même, et que globalement, très peu de requis du STO en ont voulu à la population allemande après la guerre, surtout qu'en plus, les anciens du STO ont été toujours mieux accueillis en Allemagne, dans les deux Allemagnes, qu'ils ne l'ont été en France.
Parce que si je me rappelle bien votre livre, il y a quand même 20 000 Français qui sont morts en Allemagne. Un peu plus, la question des chiffres reste un peu compliquée à trancher. En plus, il faut ajouter les prisonniers transformés en travailleurs civils qui sont morts, étaient peut-être entre 8 ou 10 000 à avoir perdu la vie. La Fédération nationale des déportés du travail a parlé en 1945 de 60 000 morts, ce qui est très exagéré. Elle a attendu 2008 pour reconnaître que ce chiffre était peut-être un peu excessif. Et les historiens, d'après le médecin-chef de la délégation française en Allemagne, cité par Patrice Arnaud, au procès de Nuremberg, le chiffre avancé a été plutôt 35 000 morts, entre 30 000 et 40 000, ce qui est déjà lourd. Mais néanmoins, plus de 90% des STO, 95% même, sont revenus globalement indemnes. Alors, avant de conclure, notamment sur le retour des STO, qui est, au final, moi je trouve assez dramatique. C'est la fin de la guerre qui est assez spectaculaire, oui. Est-ce que vous pourriez juste nous dresser un petit tableau de tous les travailleurs français qui travaillent pour le Reich? Parce que le chiffre est, pareil, extraordinairement élevé. Il y a l'organisation TOT, il y a les fameuses SB-Trip, qui sont les entreprises qui travaillent pour l'Allemagne en France. Il y a les STO, il y a les déportés qui sont des travailleurs forcés. Oui, et qui eux risquent de mourir très vite d'un travail inhumain. Combien de Français ont travaillé pour l'Allemagne? Quelque part, j'aurais envie de dire qu'ils ont presque tous travaillé pour l'Allemagne, directement ou indirectement. L'économie étant sous tutelle, elle finit par tourner pour l'Allemagne presque de manière constante. Un de mes anciens professeurs avait avancé le chiffre de 80% de l'économie française finissant par travailler pour l'Allemagne. Il suffit de continuer à rester à sa place pour travailler indirectement pour l'Allemagne. Et j'allais dire que même le maquis, d'une certaine manière, finit parfois par travailler pour l'Allemagne. Par exemple, beaucoup de maquis sont en fait des anciennes coupes de bois ou des chantiers forestiers qui gagnent de l'argent en coupant du bois et qui en fait sont des maquis déguisés, plus ou moins. Or, à un moment ou l'autre, tôt ou tard, la production revendue, dans le circuit commercial, il y a des chances qu'une partie de la production ait fini par être achetée par les Allemands et finit par servir à fortifier le mur de l'Atlantique, qui consomme quand même pas mal de bois. Bon, ça, évidemment, ils ne vont pas quand même aller jusqu'à le vendre directement aux Allemands, heureusement. Donc, ajouté à ça, évidemment, il y a les travailleurs directement au service des Allemands et en connaissance de cause. Alors, certaines branches ont travaillé jusqu'à 90 ou 100% pour les Allemands, l'automobile, l'aéronautique, par exemple, une très large partie du textile. Donc là-dessus, si vous ajoutez les entreprises vraiment spécifiquement au travail qu'on sait être au service des Allemands, elles se reconnaissent au fait qu'elles payent des salaires beaucoup plus élevés, alors que les salaires ailleurs restent bloqués. Et évidemment, ça attire dès 1940 un certain nombre de travailleurs qui, sans état d'âme, veulent améliorer leurs moyens de subsistance. Et ça suscite évidemment des récriminations des autres travailleurs, ainsi qu'une désorganisation économique, parce que ces entreprises avalent la main-d'œuvre. Vous ajoutez à ça effectivement le mur de l'Atlantique qui consomme énormément de main-d'œuvre volontaire puis forcée, les volontaires étant mieux payés que les requis dans ce cas précis, mais où les conditions de vie et de travail sont épouvantables, en moyenne bien plus épouvantables qu'en Allemagne. La seule différence, c'est qu'on n'est pas obligé de quitter son pays, mais enfin, on vivait sur les chantiers de Todt, ça m'a surpris de le découvrir, de manière presque extraterritoriale. Les lois françaises ne s'appliquaient plus, les autorités de Vichy et la police ne pouvaient pas rentrer dans les camps de l'organisation de Todt, et on pouvait travailler à 50, 60, 70 heures par semaine, tout en étant plus souvent sans doute maltraité en moyenne qu'en Allemagne. Ajouter à ça effectivement les gros chantiers de la Kriegsmarine, de la Luftwaffe, de la Wehrmacht, le Südwall, donc le mur de Méditerranée, et puis enfin, à partir de septembre 1943, les SB-Triebe, les Sperrbetriebe, donc les entreprises bloquées, où la main-d'œuvre ne peut pas être prélevée, mais où 80% de la production va à l'Allemagne. Et là, ça représente jusqu'à plusieurs millions de personnes, sachant que des grandes entreprises comme Renault, des services publics comme la SNCF, la totalité de l'organisation de Todt étaient classées SB, ce qui finissait par faire effectivement une partie considérable de la main-d'œuvre. Et les STU ont beaucoup souffert de ce qu'on leur reproche d'être travailler pour l'ennemi chez lui, alors que ce n'était pas de leur faute, et que des millions d'autres personnes travaillaient pour l'ennemi en France même, parfois certes indirectement, mais parfois aussi en complète connaissance de cause, et même en faisant la démarche d'aller y travailler. Même des gens qui avaient d'abord été au maquis sont allés se faire régulariser dans les entreprises SB pendant l'hiver 43-44, où la situation dans les campagnes devenait intenable entre l'hiver et la répression allemande croissante.
C'est bien pour ça que les requis ont eu un peu l'impression d'être des boucs émissaires de la part d'une population qui, directement ou indirectement, avait bien été obligée de travailler pour l'Allemagne pour survivre. On peut imaginer un homme se suicidant, on ne peut pas imaginer un pays entier s'abordant son économie pour éviter de travailler pour l'ennemi. Ce n'est pas possible. Même des entreprises qui ont refusé toute commande allemande, comme Hispano-Suiza par exemple, ont bien fini par être obligées de travailler un minimum pour l'Allemagne et ont bien été obligées de livrer au moins une partie de leur main-d'œuvre. Là-dessus, malheureusement, le contexte était épouvantable et il fallait bien maintenir quand même une vie française un minimum en état de marche. On va finir sur le retour des STO. Oui, c'est un de mes passages préférés d'ailleurs. Votre passage préféré? Un de mes passages préférés. J'ai plusieurs fois aussi fait des interventions en colloque sur cette question-là. Donc on va parler du retour des STO parce que donc ces hommes et ces quelques femmes, en tout cas ces femmes, sont obligés de partir pour l'Allemagne, c'est la loi, ils y sont contraints. Et quand ils vont revenir, les choses vont pas être aussi claires que ça pour ceux qui les accueillent. Alors oui et non. Tout d'abord, le retour est plus espacé que ce que l'on pourrait croire, puisqu'il y a déjà le phénomène des permissionnaires défaillants. Les Allemands ont accordé 180 000 permissions à des travailleurs français. Dans plus de 100 000 cas, ces travailleurs ne sont pas repartis de leur permission. Là-dessus, les Allemands ont perdu quand même une grosse quantité de main-d'œuvre. Naturellement, ces permissions, les anciens STO n'aiment pas trop qu'on les évoque aussi, puisque ça semble atténuer leur qualité de victime. Et ces permissionnaires défaillants, qu'ils soient allés au maquis dans des fermes ou qui aient trouvé un moyen de se faire régulariser en France, étaient donc rentrés avant l'été 1944. Il y a aussi des rapatriés sanitaires, qui parfois ne sont malheureusement rentrés que pour mourir dans leur famille, ou pour séjourner en sanatorium. Enfin, un certain nombre ont pu quand même rentrer et en étaient quittes désormais. Il y a aussi des évadés purement et simplement. Bobby Lapointe, par exemple, qui s'évade et sous le pseudonyme de Robert Fulcan, va finir par se faire scaphandrier à la Ciotat pour déjouer les recherches, ça ne se demande pas. Ainsi de suite. Georges Brassens a été un permissionnaire défaillant lui aussi, avec des remords de laisser ses camarades en Allemagne, mais bon, il est allé se cacher ensuite à Passe Florimont grâce à ceux qu'il a peut-être remerciés en écrivant la chanson pour l'Auvergnat. Et puis ensuite, il y a effectivement ceux qui sont bloqués dans le Reich à l'été 1944, qui ne peuvent plus s'évader vu que le front les sépare désormais de la France, et qui ne seront libérés qu'en avril 1945. Alors ce qui a été dramatique, c'est d'être pris dans les derniers combats, d'être témoin de l'écroulement d'un pays moderne et de se retrouver à aérer sur les routes parfois avec des millions d'autres personnes. Là-dessus, ça a été dantesque, effectivement. Il y a aussi eu des scènes de pillage. Quand toute autorité s'évapore, il faut bien se nourrir comme on peut, il faut bien parfois se venger, donc on va piller pour se nourrir. Sans compter que à titre de dédommagement, les STO ne vont pas se gêner pour prélever dans les maisons allemandes abandonnées ou pas des meubles, des bibelots, des livres, toutes sortes de choses qui leur permettront un peu de compenser leur exil. En la matière, il n'y avait aucune fausse honte à l'époque. Et puis ensuite, ce qui a été le plus spectaculaire, c'est d'arriver au fil des semaines à organiser cette cohue et à faire repasser cette masse à travers le Rhin, par le réseau ferroviaire belge qui était complètement intact, et à les amener à Paris puis chez eux. Néanmoins, ce que je montre, je crois assez bien, c'est que contrairement à une légende noire, la plupart des STO ont été accueillis tout à fait correctement, tout à fait normalement, et même parfois parfaitement fêtés. On n'aura pas accordé tellement d'attention par rapport aux prisonniers de guerre, et bien sûr par rapport aux concentrationnaires, dont le retour a été un choc dont nous subissons encore finalement les effets. Mais globalement, quand les STO revenaient avec les autres, là, il y avait bien des fanfares, des buffets, des vins d'honneur, des bouquets, etc. Les familles étaient bien là pour les accueillir, les voisins aussi, il y a parfois eu de véritables fêtes. Certains STO n'ont trouvé personne, mais c'est parce qu'ils rentraient parfois individuellement, qu'ils n'avaient pas eu le temps de prévenir leur famille. Mais globalement, sauf exception, on les a pas mal accueillis. Alors Jean-Pierre Vittori, au début de son livre, prend le cas d'un cheminot qui tourne le dos au STO lorsqu'il apprend que ce sont des requis. Mais il dit lui-même, dans une note de bas de page, que seuls 4% de ses témoins ont dit avoir été mal accueillis. Et par ailleurs, la plupart des gens, ce qui leur a importé, ce n'était pas de la réception des autorités, c'était retrouver enfin la famille. Et là, sauf rares exceptions, ça s'est finalement bien passé. Et puis la plupart des requis ont repris une vie normale assez rapidement et tourné la page. Ben voilà, on a fini.